Le secteur du ciment ne s'est jamais aussi bien porté en Côte d'Ivoire. En 2012, on enregistrait environ 2 millions de tonnes de ciment produits. En 2016, 4 millions de tonnes de ciment et les opérateurs, les cimentiers qui opèrent en Côte d'Ivoire tablent sur une production de plus de 6 millions de tonnes pour 2017. Le secteur de la cimenterie croît donc de façon exponentielle. Malgré cela, il n'arrive toujours pas à satisfaire à la forte demande et le prix du ciment reste encore très élevé en Côte d'Ivoire. Zoom sur un secteur en pleine croissance, un secteur aux confluences des enjeux économiques, stratégiques et sociaux. Bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Intelligence économique. Pour en parler, nous sommes avec nos deux consultants habituels. Docteur Alexis Kofi-Yeboah, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci. Docteur Alexis Kofi-Yeboah est consultant en intelligence économique à l'école de commerce et de gestion ECG Abidjan. Merci. Avec vous, M. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir, M. Sibaï. M. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique. Alors, tout de suite, ma première question. De 4, les opérateurs, les cimentiers qui opèrent en Côte d'Ivoire sont passés à 7. Qui sont-ils et quelle est la spécificité de chacun? Docteur. Bien, c'est une bonne question. Il faut dire que le secteur de la cimenterie est un secteur très important pour notre pays. Il est dit dans le commun des mortels que quand le bâtiment va, c'est que tout va. Quand le BTP va, c'est que tout va dans un pays. Alors, au niveau des opérateurs de la cimenterie en Côte d'Ivoire, il y avait au départ 4 opérateurs qu'on peut citer sur votre antenne. Nous avons la société Sosimat qui est rachetée par Lafarge Holcim. Nous avons la société SCA. Nous avons la société Sosim. Et puis récemment, il s'est installé CIMAF qui appartient au groupe marocain Adoua. Donc c'était au départ les 4, on va dire les 4 acteurs qui étaient en place. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Beaucoup d'investisseurs se bousculent aux portes. Vous avez Ivorian Diamond Cement qui est installé sur la route de Anyama, qui normalement devrait livrer ses premiers sacs de ciment dans le mois d'avril 2017. Je me demande si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous avez encore d'autres acteurs. CIMAF qui a ouvert CIMAF San Pedro. San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui compte ouvrir également CIMAF Boaké. C'est dit qu'il y a un frémissement dans ce secteur qui montre que notre pays se porte de plus en plus bien. L'environnement économique s'étant amélioré. Mais il y a encore d'autres acteurs qui s'annoncent. Notamment, on peut citer le groupe nigérien Aliko Dangote Cement, qui doit aussi s'installer, qui a acquis un terrain sur l'autoroute du côté de Atengue. Et donc, on a même Sim Ivoire qui appartient à l'homme d'affaires burkinabé Kanazoé, qui est aussi en train de frapper aux portes. Nous avons un groupe ivoiro-turc, le groupe Limac, qui aussi est en train de, qui est déjà là même, qui commence à produire. Du coup, c'est un secteur qui est en pleine, on va dire, en plein changement. Et si vous voulez, on peut aller peut-être encore dans les chiffres, si vous voulez. Ok, d'accord, on va rester avec les acteurs en présence, mais c'est Sadia. Donc, 4 gros. Et à côté, des entrants qui arrient. Ok, bien entendu, il y a, comme le docteur l'a dit tout à l'heure,
il y a des entrants, des potentiels entrants, il y a de nouveaux entrants. Les nouveaux entrants, c'est le turc Limak. Il y a aussi Ivory Diamond Cement qu'il a marqué tout à l'heure, qui est une alliance, qui est un groupe qui a été fondé par des entrepreneurs ivoiriens et des Indiens. Il faut dire aussi, pour parler des opérateurs, que Lafarge, nous avons des groupes qui sont de dimension mondiale. Nous avons Lafarge Holcim, qui est le premier producteur de ciment au monde, avec le numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial, avec 288 millions de tonnes, avec 26 sites d'installation. Et cela à l'issue de leur alliance stratégique avec le groupe suisse Holcim. Et nous avons aussi le deuxième, c'est le groupe chinois, Anhui Conch, avec 217 millions de tonnes. Et il faut citer aussi, pour prendre les top 4, le quatrième, c'est Heidelberg Cement, qui est avec 121 millions de tonnes. Heidelberg Cement est installé dans 2 pays africains, pour ce que je sais. Il y a le Burkina Faso et aussi au Togo. Donc voici ces 2 acteurs-là qui sont des renommées mondiales, qui sont pour l'un installés en Côte d'Ivoire, ici en Afrique de l'Ouest, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ok, d'accord. Nous le disions en titre. Alors les opérateurs, le secteur de la cimenterie ne cesse de grossir. Et quelles sont les capacités des différents opérateurs? De façon globale, ce qu'on peut dire, les entreprises se sont installées au départ avec des capacités, on va dire, assez modestes, disons 500 000 tonnes par an. Mais de plus en plus, on constate qu'il y a une extension des capacités de production. Elles sont passées pour la plupart de 500 000 tonnes à 1 million, voire 1,5 million de tonnes. Du coup, le marché ivoirien aujourd'hui, on estime la capacité de production des cimentiers à autour de 4 millions et demi de tonnes par an. C'est une situation qui est en train de s'accroître et les projections parlent de 6 millions de tonnes en 2017-2018. Et même l'association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire annonce même des chiffres de 10 millions de tonnes de ciment. Du coup, on est en pleine, on va dire, on est en pleine croissance dans ce secteur. Si on met en face les besoins du marché, les chiffres que nous avons parlent de 3 millions et demi. Du coup, on pense que toute cette production, normalement, ne devrait pas être destinée seulement qu'au marché local. Je pense que certainement que ces opérateurs envisagent de vendre du ciment dans les pays voisins, dans les pays qui sont les pays de l'Interland. Je pense que ces entreprises ont des projections un peu plus fortes, mais c'est aussi certainement une façon de se préparer aussi à la demande qui ne fait que croître. Chaque année, les estimations parlent de entre 5 à 12% de croissance de la demande. Donc ces entreprises se préparent à répondre à la demande nationale et à la demande sous-régionale. Ok, moi je voulais juste ajouter, tout à l'heure, en parlant des acteurs en présence, il y a des acteurs non étatiques qui ont été cités tout à l'heure. Ce sont les cimentiers qui ont été évoqués. Mais parmi ces acteurs non étatiques, il faut citer l'association des producteurs de ciment en Côte d'Ivoire qui est en train de monter comme étant un groupe de pression en Côte d'Ivoire. Il y a l'association des consommateurs de Côte d'Ivoire qui font ces associations qui font des plaidoyers. En plus de cela, il faut voir aussi les acteurs étatiques. Et parmi ces acteurs étatiques, nous avons des pays comme la France. Lafarge Holcim a son siège en France. Nous avons le Maroc, CIMAF. Nous avons la Turquie. Aussi, nous avons l'Inde. Et aussi, bien entendu, la Côte d'Ivoire. Donc, ces acteurs étatiques-là, il faut en parler. Et je sais que il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas les négliger. Et nous savons aujourd'hui que dans le contexte du commerce international,
les grandes entreprises d'envergure mondiale comme la Fajol-Sim, ce sont ces entreprises-là qui mènent la politique internationale au niveau des pays. Donc l'influence que les grandes puissances recherchent aussi s'exerce à travers leurs industries. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Docteur, et qui sont les clients? On voit que la demande est forte et l'offre n'arrive pas totalement à la satisfaire. Et donc, le ciment, pourquoi faire? Les clients, il faut d'abord citer l'État du Côte d'Ivoire. C'est le premier client. L'État du Côte d'Ivoire, à travers l'État, il faut voir les entreprises qui sont chargées de conduire la politique de développement des infrastructures qui sont en train d'être mises en place dans ce pays. Donc, l'ensemble des entreprises du BTP, les entreprises qui font les routes. Il faut aussi citer les entreprises qui font les logements. Les entreprises telles que Alliance, Adoa, la Sikoji, etc., etc. Toutes ces entreprises, vous savez très bien que nous sommes engagés en Côte d'Ivoire dans un programme de construction de logements sociaux. La demande est estimée autour de 400 000 logements. Chaque année. Chaque année. Donc c'est vraiment... Ce qui est énorme. C'est très, très, très important. À côté de cette demande, on peut dire qu'elle est la principale. Il y a aussi les ménages. Les ménages, aujourd'hui, tout Ivoirien ou bien tout citoyen de ce pays, tout habitant de ce pays a envie de s'offrir un toit. Quand vous allez du côté de Bergerville, du côté de la Riviera, vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers. Donc voici un peu les clients que je peux citer en termes de ceux qui achètent le ciment. D'abord, c'est les entreprises qui sont dans le BTP et puis les ménages. Mais tout ça, c'est tiré par les programmes d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire. Ok, donc M. Sadia, un programme d'investissement de l'État de Côte d'Ivoire, une aubaine pour les cimentiers. Oui, ben, une aubaine pour les cimentiers parce qu'on sait que, on l'a dit bien une fois sur le plateau ici, que la Côte d'Ivoire est sortie d'une période de guerre. Et donc, cela a nécessité la remise à niveau des infrastructures que nous savons. Et donc, je voulais ajouter aussi que le boom du ciment a eu des effets connexes, a eu des effets sur des activités qui sont des activités connexes comme des entreprises qui produisent des ouvrages en béton manufacturé. Et donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a une certaine effervescence au niveau de ce secteur-là. Oui, le secteur de l'industrie du béton est en croissance. Cibéton, ils sont nombreux les acteurs sur place. Exactement, mais cela a bouleversé le marché aussi parce qu'avant, Cibéton était en quasi monopole, SIBM plutôt, était en quasi monopole sur ce marché-là depuis des années. Et donc, on a assisté ces derniers moments grâce au boom du ciment à l'arrivée des nouveaux opérateurs, que Cibéton, nous avons ici Béton, qui sont venus remettre en cause aussi, j'allais dire, la position acquise depuis longtemps par SIBM, qui est l'opérateur historique dans ce domaine-là. D'accord, donc on le voit, on voit les acteurs en présence, mais chacun utilise des stratégies quand même pour se positionner. Oui, allons, docteur. Nous avons oublié de citer un des acteurs quand même. On a oublié de citer les intermédiaires qui jouent un grand rôle. Nous allons parler de tout à l'heure, certainement. Les intermédiaires qui sont chargés de détailler, ce sont en fait les détaillants qui mettent le ciment à la disposition des ménages. Et ils jouent un grand rôle. Et puis peut-être qu'il faut parler aussi des transporteurs, ceux qui sont chargés du fret par rapport au ciment. D'accord. Docteur, on voit le secteur en pleine effervescence. Évidemment, chaque société, chaque cimentier a sa stratégie pour se positionner. Généralement, quelles sont les stratégies que ces cimentiers utilisent, docteur? C'est une très bonne question. Ici, il faut dire que nous sommes dans un oligopole. Quand on dit oligopole, c'est-à-dire le nombre d'acteurs, ils ne sont pas nombreux. C'est un petit groupe qui est chargé d'offrir un produit sur le marché. Du coup, l'oligopole, en général, les acteurs ont tendance à avoir des ententes tacites pour pouvoir contrôler le marché. Aujourd'hui, face à ce bouillonnement, les nouveaux entrants qui frappent à la porte, les entrants potentiels également,
les acteurs qui sont en place cherchent à se protéger, cherchent surtout à consolider les positions déjà acquises. Donc c'est pour ça que vous avez l'extension des capacités de production. Les entreprises passent de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes, voire 1,5 million de tonnes. Certains même parlent de 2 millions de tonnes. Du coup, avant que les nouveaux entrants ne soient effectivement dans le secteur, ces entreprises qui sont déjà là auront suffisamment assez de capacité et assez de force pour pouvoir faire face. Parce que lorsque des entrants potentiels ou bien des nouveaux entrants seront dans le secteur, vous-même, vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le prix va être... il y aura une tension sur le prix qui va faire que, bon, les marges vont commencer aussi à s'effriter. Donc, pour l'heure, les entreprises qui sont déjà en place, par divers moyens, par des moyens de pression, par des barrières, certainement, essaient de maintenir aussi longtemps que possible leur position. Ces entreprises passent quelquefois par la voie de l'association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire. Ces entreprises aussi peuvent passer par des moyens de pression que nous connaissons très bien en sciences économiques. Vous savez, on peut utiliser de l'influence pour pouvoir agir, on peut faire du lobbying, et tout ça, ces entreprises, en tout cas, essaient de maintenir et de consolider leur position sur le marché. Ok. Monsieur Sadia, vous voyez aussi des barrières que les opérateurs locaux posent pour empêcher d'autres personnes, d'autres acteurs d'entrer? Et ça, c'est des bonnes guerres. On l'a dit toujours et on le dit ici que nous sommes en intelligence économique. Et donc, je veux dire que chaque acteur a sa stratégie. Il y a d'abord la stratégie de pénétration. Quand on prend le cas de Lafarge Holcim, Holcim plutôt a acquis Sosimat, une entreprise qui existait déjà depuis longtemps sur le marché, qui fait partie des acteurs historiques. CIMAF aussi a fait la même chose en créant une filiale ici en Côte d'Ivoire. Il en est de même aussi avec le groupe turc Limak, qui s'est déjà appuyé sur l'entreprise de l'homme d'affaires Ayanou Edo, qui était déjà installée ici. Cette entreprise s'appelait Afrikibat. Et donc, CIMAF a acquis 49% du capital de Afrikibat, qui a créé aujourd'hui Limak, qui est aujourd'hui un acteur au niveau de la construction d'usines de ciment et de la production de ciment ici en Côte d'Ivoire. Alors, maintenant, en parlant des barrières, je pense que nous avons, il y a des barrières à l'entrée, à l'endroit il faut mettre le pied dans le plat d'un entrant potentiel qui est redouté. Il s'agit de Dangote Cement. Dangote Cement, de l'homme d'affaires, de l'homme le plus riche d'Afrique, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, qui a fait fortune dans le ciment au Nigeria. Oui. Et donc, vous pensez qu'il y a des barrières pour l'empêcher de venir? Exactement. Depuis le septembre 2011, nous avons vu que Dangote a pris contact avec les nouvelles autorités, avec les nouvelles autorités en place, et il a actionné son réseau. Et il était prévu qu'à partir de 2013, qu'il installe une usine en Côte d'Ivoire ici, pour un coût d'investissement de 150 milliards de francs CFA, avec une production d'1,6 tonnes. Mais je pense que ce projet, en fin de compte, a tourné plutôt vers l'importation de ciment, d'1,6 million de tonnes de ciment, en utilisant la plateforme de l'entreprise Sinvest dans le domaine portuaire en Côte d'Ivoire. Mais ce projet n'a pas obtenu l'assentiment des opérateurs, des cimentiers qui étaient déjà qui opèrent déjà sur le place et qui ont, au travers de lobbying, ont, je veux dire, empêché que cette action puisse se réaliser, en arguant du fait que des situations, des barrières empêchent des cimentiers d'importer du ciment au Nigeria pour pouvoir protéger, j'allais dire, la production locale. Et beaucoup de concurrents de Dangote soupçonnent Dangote, j'allais dire, d'utiliser ses connexions politiques pour empêcher que d'autres entreprises comme Lafarge et autres, Lafarge qui est le concurrent principal de Dangote sur le marché nigérian, dont on sait que c'est un marché colossal. Et donc, ce sont ces mêmes barrières, je vais dire,
C'est comme une sorte de retour à l'ascenseur aussi, des retours plutôt de l'ascenseur ici, en empêchant par des barrières diplomatiques, par certaines barrières aussi Dangote de s'installer. Et je pense qu'il était question que Dangote ouvre sa première cimenterie en 2016, mais jusqu'à présent... C'est un serpent de mer. Bon, on peut dire que c'est un serpent de mer, parce qu'effectivement, il y a eu des événements qui se sont passés aujourd'hui en Zambie, et aussi là, aussi, dans une certaine mesure au Cameroun, qui ont fait que l'entrée de Dangote a bouleversé le marché avec la chute du prix du ciment, et donc les autres opérateurs aussi se préparent. Dangote, Aliko Dangote, un danger pour les cimentiers ivoiriens ou une opportunité? Le cas Dangote nous intéresse. Faut-il laisser Dangote Cement s'installer tranquillement? Non, je pense que c'est un homme d'affaires redoutable, courageux, et qui fait peur aux autres, parce que Dangote s'est installé en Zambie, le prix du ciment a carrément baissé de 30%. Dangote est au Sénégal, Dangote est au Cameroun, et partout où cette entreprise s'est installée, le prix du ciment a baissé. Et comme nous sommes en économie, vous savez, l'économie, c'est vrai, c'est pas la guerre, mais il y a la guerre économique. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de neutre, c'est la lutte. C'est l'intensité concurrentielle. Donc, les entreprises qui sont déjà installées ici n'ont pas intérêt à ce que un tel homme d'affaires puissant, Dangote est classé parmi les plus grands producteurs au monde de ciment. Le sixième? Le sixième mondial. Du coup, c'est une multinationale qui est dans 14 pays. Donc, ce n'est pas une petite entreprise. Même s'il y a quelques barrières ici et là, il a déjà quand même acquis le terrain sur la route de Atengue. Dangote, il finira par s'installer. Ce n'est pas un danger, pour répondre à votre question directement, ce n'est pas un danger. C'est plutôt une opportunité. Un homme d'affaires qui est prêt à investir 150 milliards dans un pays, c'est une opportunité pour l'État, c'est une opportunité pour les ménages, c'est une opportunité pour les entreprises de construction, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont intéressés par le béton. Du coup, cette entreprise finira par s'installer et je pense que certaines compétences déjà même ont été déjà débauchées et ces gens sont en attente. Donc, tôt ou tard, ils vont commencer à produire et je pense que les barrières liées au fait que bon, il y a du ciment de mauvaise qualité qui pourrait arriver sur le marché ivoirien, tout ça, c'est des choses certainement pour retarder. Mais Dangote sait faire du ciment. Il sait faire du ciment de qualité. Tôt ou tard, Dangote sera opérationnel en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'on ne peut pas le dire à la guerre comme à la guerre? Sadia le disait tout à l'heure, sur le marché nigérian, des opérateurs tels que Lafarge Holcim ou d'autres opérateurs se voient pratiquement bloquer le marché et on privilégie Dangote Cement sur le marché nigérian. Bon, il veut venir en Côte d'Ivoire, à la guerre comme à la guerre. Il faut mettre des barrières pour lui. Mais nous sommes au sein de la CEDEAO, c'est un espace économique commun. Donc, on parle de libre circulation des capitaux, des hommes, des biens. Donc, c'est vrai, nous sommes à la guerre comme à la guerre, mais je pense que ce sont des petits frémissements qui vont finir par passer. D'accord, d'accord. Donc, mais il y a une question qui certainement tourne dans l'esprit de nos téléspectateurs. On voit que la quantité de production ne fait que grossir. On parle de 6 millions de tonnes à produire pour 2017 et même l'association des producteurs de ciment de Côte d'Ivoire parle de 10 millions. Mais une réalité est là, le prix du ciment est cher en Côte d'Ivoire. Comment pouvons-nous expliquer cette contradiction, si je peux m'exprimer ainsi? Ok, le prix du ciment en Côte d'Ivoire, la cherté du ciment en Côte d'Ivoire peut s'expliquer par plusieurs facteurs.
L'un des facteurs, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que il y a le prix du ciment. Je veux dire que l'offre au niveau de la Côte d'Ivoire n'arrive pas à rencontrer la demande. La demande se situe autour de 3,7 millions de tonnes par an, tandis que l'offre actuelle, en attendant que les autres travaux d'extension puissent finir, se situe autour de environ 4 millions de tonnes. Donc il y a une tension là-dessus. Donc à cela, il faut ajouter aussi des facteurs conjoncturels. Les facteurs conjoncturels sont que à certains moments de l'année, il n'y a pas beaucoup de camions pour pouvoir évacuer les productions de ciment, parce que ces camions sont utilisés par exemple pour les campagnes de café et de cacao. À cela aussi, d'après ce que nous avons appris, c'est qu'il y a des travaux d'extension en zone portuaire qui empêchent la fluidité, j'allais dire, des camions qui font le transport de ciment. Mais il y a l'un des facteurs qui est aussi important, c'est que je pense, à mon avis, qu'il peut y avoir aussi des barrières en matière de prix. Il peut y avoir des raisons qu'on peut expliquer comme étant des raisons diplomatico-politiques. Vous savez que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de Dangote tout à l'heure, chaque puissance a sa zone d'influence. Et ici, on a remarqué que de façon globale, Dangote a beaucoup de problèmes pour s'installer dans les pays francophones. Donc, bien entendu, Lafarge Holcim vient d'acquérir Sosim. Et donc, c'est un gros investissement. Vous voulez dire Sosimat? Oui, plutôt. Sosimat vient d'acquérir Sosimat. Donc, c'était un gros investissement. Donc, certainement, Lafarge a dû faire aussi un plan pour un retour sur investissement. Et donc, si des producteurs comme Dangote rentrent sur le marché, parce qu'on a dit que Dangote, lorsqu'il rentre dans un secteur, il va être le leader. Bon, donc, s'il rentre, ça va forcément certainement jouer aussi sur le retour d'investissement. Sadia, est-ce que vous êtes en train de dire que la hausse du prix des ciments peut être du fait des cimentiers eux-mêmes, qui maintiennent le prix à ce niveau pour pouvoir rentabiliser leur investissement? Est-ce ça? Je suis en train de dire qu'on ne peut pas le dire de façon formelle, mais je vais dire que nous sommes en intelligence économique. En intelligence économique, chaque acteur utilise les moyens en sa possession pour pouvoir garantir ses intérêts stratégiques. Et c'est de ça qu'il est question ici. Si Dangote vient sur le marché, inonder le marché avec beaucoup de ciment, ça peut créer ce qu'on appelle le dumping sur le marché. Donc ça peut, j'allais dire, amener aussi faire en sorte que des opérateurs qui sont déjà installés, qui ont fait des gros investissements, vraiment se trouver dans une situation où la trésorerie va prendre un coup. Donc forcément, chaque entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, a sa zone d'influence. On reproche à Dangote d'utiliser ses connexions politiques au Nigeria. Et je pense que en dehors du Nigeria, il n'est plus tellement dans son élément. Et d'autres opérateurs aussi peuvent utiliser leur réseau pour pouvoir maintenir le prix du ciment au niveau où il est. D'accord. Docteur, est-ce que ce sont les opérateurs qui usent de subterfuges, d'influences et de stratégies pour maintenir le prix élevé, ou c'est une réalité commerciale, voilà, l'offre est plus que la demande? On ne peut pas le dire comme ça, que c'est eux. L'offre est moins que la demande. C'est vrai, mais il y a des raisons quand même objectives. Et tout à l'heure, le collègue a parlé du fait qu'il y a des travaux au port qui font qu'il y a un ralentissement des navettes pour les camions qui sont chargés de faire venir le ciment. En fait, il y a un problème de rencontre de l'offre et de la demande. Si la distribution n'est pas bien faite, vous savez qu'il y a une pénurie artificielle qui peut se produire, qui fait que les intermédiaires vont s'enrichir. Les producteurs de ciment ont aussi évoqué l'étroitesse du terminal minéralier du port d'Abidjan, qui fait qu'il y a une certaine lenteur dans le débarquement de la matière première. Toutes ces choses agissent un peu sur comment le produit est produit et comment il est mis à temps à disposition des consommateurs. Donc toutes ces raisons font que le prix du ciment
est encore à un niveau, on va dire, élevé. Là, vous pointez du doigt les distributeurs. Donc pour vous, le problème n'est pas forcément au niveau des usiniers, mais plutôt des intermédiaires. Bien sûr, parce que le prix du ciment à l'usine oscille entre 87 000 CFA et 90 000 CFA à la tonne. Du coup, mais si vous allez acheter du ciment que vous êtes installé à la Riviera, vous allez l'acheter certainement à 100 000, voire à 110 000, et même pour ceux qui sont à l'intérieur, quelquefois on va jusqu'à 120 000 francs CFA à la tonne. Donc je pense qu'il y a une question de distribution qui pose vraiment problème. Sinon, mais vous savez aussi que si nous avons peut-être 20 opérateurs on a une capacité peut-être de 12 000 tonnes par an, c'est bien entendu sûr que le prix va quand même baisser. Mais je ne crois pas que ce soit le fait délibéré des opérateurs eux-mêmes. C'est certainement, il y a des facteurs, la distribution est souvent mal faite. D'ailleurs, c'est ce que l'entreprise, je crois, Sosimat essaie de corriger en mettant en place des points de vente franchisés qu'ils appellent Prosim, pour permettre aux ménages d'avoir accès au prix du ciment en gros, qui fait que quand même ça va baisser vraiment le prix. Donc on saute une étape en fait. Donc je ne pense pas que ce soit eux, mais comme il a quand même dit, et c'est très intéressant, lorsqu'on est dans une position en termes de guerre économique, en tout cas on ne peut pas se permettre de donner la balle à l'adversaire. Il faut jouer de tout son poids, de tous les instruments, pour faire en sorte qu'on puisse rentrer dans ces investissements avant que la concurrence devienne encore plus rude. Donc, toutes les voies d'influence, de réseautage, de pression que nous pouvons faire, on va le faire. C'est ça, nous sommes en train de chercher de l'argent, c'est pour une question de retour sur investissement. Voilà, donc c'est la guerre économique. Du coup, un entrant potentiel ou bien un nouveau entrant dans le secteur, il va certainement perturber beaucoup de choses. Voilà, donc les entreprises essaient de se protéger au mieux. Bien entendu, il y a des derniers éléments que je voulais ajouter qui peut favoriser aussi la cherté du ciment. C'est que en Afrique de l'Ouest, ici, on sait que le ciment est fabriqué avec du calcaire mélangé à de l'argile, qui donne la matière première qu'on utilise pour fabriquer le ciment qu'on appelle le clinker. Et depuis là, je pensais, bon, on a oublié d'en parler au début, mais c'est un élément assez important. En Afrique, ici, il y a deux zones. Il y a deux pays où on produit le calcaire. Il y a une mine au Burkina Faso, et puis il y en a une comment on appelle ça, au Togo. Alors, donc, cette situation, la Côte d'Ivoire n'a pas de gisement de calcaire. Donc, on pourrait aussi expliquer le fait qu'il faille importer des clinkers des autres pays pour pouvoir les broyer ici en Côte d'Ivoire. Donc cela aussi, en ajoutant le coût des facteurs, pourrait aussi contribuer à rendre le ciment encore plus cher avec le coût aussi élevé au niveau de l'électricité. Je pense aussi que ces éléments-là sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Pour appuyer même ce que M. Sadi a dit, pour produire une tonne de clinker, il faut à peu près entre 3200 et 4200 kilojoules. Et pour avoir une tonne de ciment, les experts parlent de 110 kW. Du coup, si le coût de l'énergie est très élevé dans nos pays, ces facteurs de production, quand on les agrège avec le transport et tout le reste, il va de soi que le prix du ciment ne peut pas être en dessous de ce que nous avons en ce moment. Oui, mais les consommateurs souhaiteraient que le coût du ciment soit en dessous. Alors tout de suite, on va donner quelques pistes de solutions. Comment faire pour faire baisser le prix du ciment en Côte d'Ivoire? Docteur. En tout cas, pour moi, l'un des moyens les plus simples, d'abord, c'est d'ouvrir le marché. Pourquoi? Il faut faire en sorte que d'autres opérateurs s'installent. D'ailleurs, en 2015, déjà, l'État ivoirien a répété ce qu'il est en train de faire en 2017. Pour pouvoir réduire la tension sur la demande, l'État est obligé d'importer
d'autoriser l'importation de plus de 150 000 tonnes de ciment. Je pense que c'est la même chose qui se passe encore cette année. Pour une période bien définie, l'État a autorisé les entreprises à importer. Mais c'est la même chose que Aliko Dangote voulait faire. Il voulait importer, disons, sur le sol ivoirien, 1 500 000 tonnes de ciment. Si on l'avait autorisé, cette tension sur le prix n'allait pas arriver. Donc il faut d'abord ouvrir le marché. Comme je l'ai dit en introduction, quand nous sommes dans un oligopole, les acteurs ont tendance à s'entendre. Ensuite, il faut réduire le rôle que jouent les intermédiaires. C'est pour cela que nous encourageons ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait par l'entreprise Sosimat qui entend ouvrir, c'est Cimaf, je crois bien. Cimaf. Non, c'est Sosimat, c'est l'entreprise de Lafarge. Lafarge Holcim, ok, d'accord. Donc, Lafarge Holcim, tu veux ouvrir des sites franchisés. 200 sites franchisés à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, c'est une bonne chose. Et quel est l'avantage de ces sites? L'avantage de ces sites, c'est que le ciment est accessible aux consommateurs au prix usine. Okay. Ce qui est intéressant. Du coup, on saute pas mal de marge que les intermédiaires y mettent. Donc, on a du ciment de qualité à un bon prix et on peut travailler. Et ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Je pense que à partir de ça, le prix du ciment peut être relativement abordable. Mais cela ne peut pas remplacer le fait que d'autres acteurs viennent sur le marché. Je vous ai dit, quand Dangote s'est installé en Zambie, le prix du ciment a baissé de 30%. Tout à fait. Au Sénégal, où se trouve Dangote, la tonne de ciment est autour de 60 000 francs. Entre 60 et 70 000 francs. Contre 87 et 90 000 francs en Côte d'Ivoire. Et donc, là où cette entreprise, là où il y a la concurrence, l'exemple est simple. Prenons le cas de la téléphonie. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on téléphonait ici en Côte d'Ivoire une minute à 500 francs CFA. Mais tout ça, c'est fini. Voilà. Donc, quand les acteurs se multiplient, alors le coût du produit devient intéressant pour le consommateur. C'est vrai, on va dire qu'il y a des barrières à l'entrée. D'abord, la première barrière à l'entrée dans la cimenterie, c'est le coût d'installation d'une usine qui fabrique du ciment. Combien coûte la construction de l'usine? Les estimations parlent de 30 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas à la portée. Donc la première barrière, c'est la barrière financière. 30 milliards de francs CFA qu'il faut amortir. Qu'il faut amortir. Mais je pense que c'est un secteur qui est quand même rentable. Certaines indiscrétions, je ne peux pas dire certains noms ici. Normalement, des entreprises se sont installées, mais en moins de 2 ans, 3 ans, le coût d'investissement a été amorti. Donc, il y a encore de la demande, il y a encore, la consommation est encore là, elle est encore forte. Donc, pour revenir à mes propos, la première barrière, en tout cas, c'est le coût d'installation. Une autre barrière dont on n'a pas parlé, c'est les barrières à la sortie. Parce que quand vous avez construit une cimenterie, si demain vous ne voulez plus faire du ciment, vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut en faire. Tout l'équipement technique ne peut pas servir à autre chose qu'à faire du ciment. Donc en tant qu'investisseur, normalement, on fait les calculs, on regarde est-ce que s'il rentre dans tel secteur, est-ce que demain, s'il veut l'abandonner pour des raisons diverses, que je vais m'en sortir. Du coup, il y a deux. Donc, il y a la première barrière à l'entrée, qui est le coût de l'investissement, et la deuxième, qui est liée à la barrière à la sortie. Mais il n'y a pas que ça. On a parlé des barrières artificielles qui ont été mises en place parce que les gens font de l'influence pour pouvoir se maintenir. Notamment, on peut élever les normes liées à l'environnement parce que vous savez, la cimenterie est une industrie quand même qui est assez polluante. Donc on peut augmenter le coût des licences, on peut mettre plein de barrages. En tout cas, mais pour que le prix du ciment baisse, il faut que les autorités de notre pays puissent ouvrir le marché
parce que je pense que c'est dans leur intérêt. D'ailleurs, je pense qu'ils ont quand même engagé certainement les démarches dans ce sens, et surtout dans l'intérêt de la population et des consommateurs. Monsieur Sadia, vos propositions pour faire baisser le prix du ciment en Côte d'Ivoire? Je pense aussi que les usiniers aussi ont commencé à faire un pas dans ce sens-là. Déjà, il y a l'exemple que le docteur a donné tout à l'heure concernant les franchises pour les distributeurs. Nous avons aussi au niveau de la société de la SCA qui a fait ce qu'ils appellent le dépôt d'usine. Nous avons un autre comme ça à Ndautré. Nous remarquons aussi que la CIMAF a construit une usine de ciment à Boaké. Et moi, je souhaiterais par exemple qu'on puisse en construire dans les grandes capitales des régions, c'est-à-dire notamment une usine de ciment à Korogo pour servir les populations du Nord, une autre à Bondoukou, à Bangourou pour servir ceux de l'Ouest et de l'Est, et puis une dernière à Man pour couvrir la zone de l'Ouest. De sorte que le pays soit suffisamment maillé et de sorte que cela ne puisse pas entraîner des pénuries en matière de ciment. Parce qu'il faut savoir aussi que les coûts de transport sont des coûts de facteurs qui sont assez importants, qui peuvent jouer aussi dans le coût final. Donc je pense que ils ont déjà, au niveau de l'association des producteurs de ciment en Côte d'Ivoire, compris cela. Et je souhaite que vraiment cela continue. Ok, est-ce que vous voyez que l'importation aussi, l'autorisation d'importer une certaine quantité de ciment, est-ce la solution? Oui, l'importation de ciment pour ce qui se passe actuellement est une nécessité. C'est vrai, l'importation de ciment n'a pas obtenu l'assentiment, je le dis, de l'association des producteurs de ciment en Côte d'Ivoire, la PPCI. Ils l'ont dit de façon, j'allais dire, de façon manifeste. Mais je pense qu'avec la pression qu'il y avait sur les prix et aussi le plaidoyer des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, le gouvernement, les pouvoirs publics ont plié et donc ils ont autorisé encore une deuxième fois l'importation de 150 tonnes de ciment en Côte d'Ivoire. Donc l'importation est une solution peut-être à moyen terme, mais l'objectif est qu'il faut tout faire pour que le ciment soit produit en Côte d'Ivoire en grande quantité. Parce que dans l'industrie, le ciment est une denrée qui se produit, qui sont sur place en majorité. Parce que c'est une denrée sensible et une denrée stratégique, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord, merci. Merci. On va parler perspective à présent. Apparemment, et à vous écouter, le secteur du ciment est un secteur qui se porte bien. Il n'y a pas véritablement concurrence entre les acteurs en présence. L'avenir est radieux pour les cimentiers de Côte d'Ivoire. Oui, on peut le dire. L'avenir est radieux, sans oublier qu'il y a quand même possibilité qu'il y ait des produits de substitution qui peuvent agir, sinon de façon globale. Il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Et quelles sont les opportunités? Non, les premières, c'est que le pays continue son programme. Les grands chantiers sont en cours. Voilà, et la Côte d'Ivoire a un taux de croissance qui est estimé autour de 9% même. C'est vrai que nous avons quelques difficultés en ce moment. Le prix du cacao a baissé. L'État a revu certaines dépenses à la baisse. Mais je pense que l'avenir du bâtiment, en tout cas du BTP, est encore devant nous. Et il y a encore de la place pour faire du profit sur le ciment. J'ai parlé tout à l'heure des besoins en logement. 400 000 logements par an. Est-ce qu'on peut imaginer ce que 400 000 logements? C'est beaucoup. Et donc, la demande est encore là. Donc, il y a encore de la place. Seulement, les opérateurs qui sont déjà là ont peur que le prix descende à un point où, vous savez, quand vous avez une guerre de prix, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui commencent à perdre. Voilà, c'est ce que les opérateurs qui sont en place vraiment craignent. Et comme je l'ai dit, avec tous les grands chantiers, le 3e pont, le 4e pont, le 5e pont même, et puis les routes qui sont ouvertes, l'État ivoirien est en train de lancer le pays. La cimenterie a encore de beaux jours devant elle.
Ok, M. Sadia, les opportunités sont énormes. Oui, oui, je voulais ajouter aussi tout à l'heure par rapport aux mesures qu'il fallait prendre pour faire baisser le coût. Nous avons aussi des produits de substitution, on appelle du géobéton. C'est une initiative qui a été prise il y a plus de 15 ans de cela et bon, qui avait donné vraiment de grandes perspectives pour trouver une alternative au ciment. Mais je pense que ce sont des choses qu'il faut creuser. Tout récemment aussi, nous avons appris qu'un jeune Malien installé aux États-Unis, qui a fait ses études au Canada, est en train de créer aussi avec des sachets en plastique, peut créer des matériaux aussi solides que le ciment, qui peut aider aussi à pallier cette insuffisance-là. Maintenant, en matière de perspectives aussi, pour le ciment, il y a les opportunités, il y a aussi les menaces. Les menaces, dans un premier temps, c'est la crise économique. Le docteur a dit tout à l'heure qu'on dit dans un pays, quand le bâtiment va, tout va, mais on n'est pas à l'abri d'une crise économique. Ces derniers temps, il y a quelques mois de cela, on parlait beaucoup de la dévaluation du franc CFA. On ne sait pas si cela est d'actualité, mais elle peut survenir à un moment ou à un autre. Pour l'heure, rien n'est confirmé et apparemment rien ne concourt au fait qu'on dévalue le franc CFA. Rien, parce que ne sait-on jamais. Le débat sur le franc CFA est actuel, vous le savez très bien. Et puis donc ça c'est l'une des menaces que nous devons, qui doit être prise au sérieux. Et puis aussi il y a la crise économique qui peut intervenir à tout moment dans un pays. On a vu ce qui se passe au Nigeria, vous avez vu. Et puis bon, pour les gens qui ont mon âge, ils savent un peu ce qui s'est passé dans les années 80. Mais en termes de perspectives, je pense qu'elles sont bonnes parce que il y a Lafarge Holcim Maroc qui est en train de faire des essais actuellement pour qu'on puisse construire des routes en béton. Comme cela se passe par exemple, j'allais dire, aux États-Unis. Aux États-Unis, 60% des routes sont construites en béton. Et la même chose aussi en Afrique du Sud. C'est les routes aussi, la majeure partie des routes sont construites aussi en béton et on estime à près de 5600 km de routes qui doivent être construites, soit qui doivent être revêtues. Alors donc je pense que ça, ce sont des éléments qui sont assez importants et si ce projet-là s'avère est adopté ici en Côte d'Ivoire, je pense que la cimenterie aura des beaux jours devant, va continuer d'avoir des beaux jours devant elle. Et même je crois que 15 000 à 25 millions de tonnes par an ne seront pas suffisants pour vraiment résorber vraiment ce besoin-là. Ok, je souhaiterais qu'on termine avec ce qui pourrait être une menace de la cimenterie. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais parler du géobéton. Oui. Logiquement, le géobéton devrait marcher, être une alternative au ciment. Mais on a l'impression que le géobéton ne bouge pas. Quel est le problème? Non, vous savez, le géobéton, c'est de la terre. De la terre qui est mise sous une presse pour fabriquer des blocs pour pouvoir faire les murs. Mais vous savez, c'est un matériel qui est moins cher, c'est un matériau qui est moins cher, mais vous savez, pour les Ivoiriens, il y a cette question culturelle. Quand on construit une maison, on dit j'ai construit une maison en dur. Donc on a l'impression que quand on construit une maison avec du géobéton, ce n'est pas en dur. Sinon le géobéton c'est du matériau qui est capable de remplacer le ciment. Mais c'est l'équipement nécessaire pour faire des briques assez solides qui manquent. Dans les pays d'Afrique de l'Est, la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Namibie, tous ces pays, ils ont du matériel à adapter pour pouvoir faire des briques de qualité. Donc c'est un problème d'infrastructure. C'est un problème d'équipement, voilà, et de formation aussi. Ici, dans certains de nos villages, on a fait des maisons en géobéton, mais ça prend de l'humidité parce qu'on n'a pas les presses qu'il faut. Et puis bon, il faut aussi l'expertise qu'il faut également. Exactement. Mais le géobéton ne peut pas remplacer le ciment parce que
Le ciment existe depuis 1840. On continue d'utiliser le ciment. Ça peut juste... c'est un produit de substitution qui va juste grignoter quelques tonnes. Mais les gens vont continuer à utiliser le ciment pour faire les maisons en Côte d'Ivoire et certainement ailleurs, partout ailleurs. Ok, M. Sadia, pour terminer, le géobéton n'a pas un bel avenir? Si, il a un bel avenir. Je pense même que le docteur a donné tout à l'heure l'exemple de l'Afrique du Sud. La plupart, vous allez les pays comme le Rwanda, la Zambie, etc., on construit beaucoup de maisons en géobéton, mais là, il faut pas des briques en terre cuite. Et je pense qu'il y a une expérience similaire qui a été tentée en Côte d'Ivoire ici dans les années 70 avec le programme au niveau de la Sojefia, au niveau de la Sikoji, etc., qui ont donné de bons résultats. Mais on ne sait pas pourquoi ces résultats, cette pratique n'est pas allée beaucoup plus loin que ça. Est-ce qu'il y a eu des pressions et autres de la part de certains cimentiers? Mais je pense, pour ma part, que si le géobéton est fabriqué de la meilleure des façons, c'est-à-dire en utilisant des presses hydrauliques, parce que c'est ça le problème. Ici, en général, en fabriquant le géobéton, les gens utilisent les presses manuelles. Donc les briques sont fabriquées à la force du bras. Et les briques fabriquées à la force du bras n'ont pas la même consistance que celles qui sont fabriquées par des presses hydrauliques, non pas par la machine. Et c'est là que se trouve le problème. Je pense qu'on n'a pas suffisamment creusé. Et je pense que ce sont des choses qu'on peut rattraper. Qu'on peut corriger. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Notre mission est pratiquement terminée. Merci, chers consultants. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous parlions de l'essor du ciment en Côte d'Ivoire. Et avec nos deux invités, nous avons fait l'analyse que la demande est forte. Quelques pistes de solutions ont été données et l'avenir est radieux pour les cimentiers de Côte d'Ivoire. Nous étions avec Dr Alexis Kofi-Yeboah. Merci d'être venu sur notre plateau. Dr Alexis Kofi-Yeboah est consultant en intelligence économique à ECG Abidjan, École de commerce et de gestion. Également avec M. Sadia Zouzou. Merci d'être venu sur notre plateau. M. Sadia Zouzou est spécialiste en intelligence économique. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.